Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF autour de 4 invités. Comment vivrons-nous dans 15 ans? C'est la question que nous poserons à Alexandra Rosetti, la maire de Voisins, le Bretonneux, qui lance l'opération Voisins 2035. Grande consultation auprès de 900 habitants tirés au sort de sa ville. Quelle ville nous aurons d'ici 15 ans? C'est la question que nous lui poserons. Avec Vincent Couronne, fondateur des Surligneurs et enseignant à l'UVSQ, nous parlerons de l'Europe et de la façon dont elle est traitée, peut-être maltraitée, dans cette campagne pour les élections présidentielle. Nous prendrons aussi des nouvelles de Rima Ayadi. Rima Ayadi, c'est la championne de France de boxe et elle prépare activement le championnat d'Europe qui aura lieu le 19 février prochain au Murau. Mais tout de suite, on va parler de lutte contre le réchauffement climatique avec Jean-Paul van der Linden. Jean-Paul van der Linden est économiste, il est spécialiste de l'économie de l'environnement et on va parler avec lui d'un film qui a eu un grand succès qui s'appelle Don't Look Up, qui raconte l'arrivée d'une météorite sur la Terre et qui est d'une sorte de métaphore de la surdité ou de l'aveuglement des pouvoirs publics et des gouvernants sur le réchauffement climatique. Jean-Paul van der Linden, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en études de l'environnement et vous êtes membre de l'Observatoire du climat de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. L'un de vos domaines de recherche, c'est l'adaptation des zones côtières au changement climatique. On en parlera un petit peu, mais on va d'abord commencer par parler d'un film qui a un gros succès sur Netflix et que vous avez regardé avec certains scientifiques, notamment des membres du GIEC. C'est le film qui s'appelle Don't Look Up. Je rappelle très vite qu'il raconte la découverte par deux scientifiques interprétés par Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio d'une comète qui fonce droit sur la Terre et qui risque de provoquer la fin du monde, en gros. Et est-ce que pour vous, comme on l'a dit, ce film est une sorte de métaphore de ce qui se passe pour le réchauffement climatique ? Oui, alors, concernant Don't Look Up, ma réponse sera en deux temps. D'abord, effectivement, ça nous rappelle par analogie l'extrême frustration qu'a la communauté scientifique face à l'alerte lancée pour le changement climatique et le fait que cette alerte ne soit pas entendue. Donc là, il y a clairement une analogie à faire. Mais après, quand on va dans les détails, c'est un peu moins convaincant, je trouve. On peut penser à différentes choses. D'abord, la nature du risque existentiel en question. Une comète et le changement climatique, c'est quand même très différent. Dans un cas, l'humanité est appelée à souffrir longtemps. Dans l'autre cas, l'humanité disparaît d'un coup, en un éclair. C'est très différent au niveau de l'effet sur notre conception de qui nous sommes en tant qu'humanité, mais aussi en termes de politique publique. Donc là, il y a quand même quelque chose de très différent. Mais la frustration reste. Tirer une sonnette d'alarme basée sur des arguments rationnels et ne pas être entendu est quelque chose d'assez interpellant, effectivement. Mais vous l'avez dit d'ailleurs dans une interview que vous aviez donnée. Au fond, enfin dans le film, la fin du monde vient moins de la météorite que du dysfonctionnement des institutions. Je crois que c'est vous qui aviez dit ça. Est-ce que on pourrait dire aussi ça de la question du réchauffement? C'est-à-dire qu'il y a en effet cette surdité. Peut-être il y a une réalité qui est celle que les scientifiques démontrent et peut-être une sorte de surdité ou d'aveuglement par rapport à ça. Oui, alors c'est une question très très importante quand on pense à Don't Look Up, parce que Don't Look Up met le doigt un peu caricaturalement à la fois sur le fait que parfois nos élus sont décevants, hein. C'est le cas aux États-Unis, les derniers mandats, et c'est le cas dans le film où on a l'impression que l'inspiration est clairement tirée du dernier mandat aux États-Unis. Mais fondamentalement, on a eu d'autres présidents aux États-Unis et la crise climatique, elle est toujours en cours. Donc il y a quelque chose sur la capacité qu'ont nos institutions à percevoir le signal, je vais dire, d'un accident dans le temps long. Hein, la crise environnementale, ça s'inscrit dans le temps long, pas dans le temps court, contrairement à la comète dans le film. Et dans le temps long, on traverse des cycles électoraux, on a des alternances, on a beaucoup de choses qui se passent, et pourtant, cette question qui touche le collectif dans son essence la plus fondamentale, hein, sa survie, eh bien, nos institutions n'arrivent pas à en capturer le signal. Et je pense qu'on a le droit de se poser des questions sur comment faire pour améliorer les choses, oui.
Justement, peut-être parce qu'il y a ce temps long et que le pouvoir politique a peut-être le nez rivé sur les sondages, sur les prochaines échéances électorales, il a du mal à réaliser la réalité. Puis il y a toujours cette idée de on verra bien demain ou les autres verront bien après nous, peut-être. Effectivement, c'est une vraie question. On dit parfois que le pouvoir politique s'inscrit à la fois dans un cycle électoral, mais aussi dans un cycle matériel, plus qu'un cycle moral. C'est-à-dire qu'il faut arriver à subvenir aux besoins de sa population, il faut arriver à fournir de l'emploi, s'assurer que toute une série de choses soient remplies avant de se soucier de questions plus fondamentales comme notre survie. Alors, aligner un cycle électoral avec le cycle long, comme le cycle du changement climatique, c'est possible, hein. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on s'est inscrit dans le temps long. Ça fait quand même longtemps qu'il n'y a plus de guerre en Europe. Il n'y a pas eu besoin d'attendre une série de cycles de 4 ans pour qu'une paix européenne s'installe de façon durable. Et donc, il n'y a pas impossibilité stricte, mais il faut que la menace soit perçue et il faut que les engagements soient forts. Et aujourd'hui, quels que soient nos élus, on a l'impression que la menace n'est pas suffisamment perçue. Quel est alors le sentiment peut-être psychique ou psychologique qui est celui des chercheurs quand voilà, on a une réalité qui est face à nous et qui est indéniable, qui est incontestable, même si elle a pu être contestée dans le passé, hein. Il y a quoi? Un peu de désespoir, un peu de colère? Je crois bien qu'on puisse parler de désespoir et de colère, hein. Nos travaux s'inscrivent dans un métier qui nous passionne et qui Oui. n'a pas à nous désespérer, ou en tout cas qu'on ne fait pas pour ou contre l'espoir, mais qu'on fait pour accéder à une certaine forme de réalité robuste. Non, je pense qu'il y a une certaine incrédulité d'abord, une incrédulité car cela nous semble tellement évident que l'on se dit qu'on ne comprend pas bien. Et puis une fois cette incrédulité dépassée, eh bien, on s'engage. On s'engage à la fois scientifiquement, en produisant des données de plus en plus robustes et d'informations de plus en plus précises, mais on s'engage aussi sur un front qui ressemble aux politiques, mais qui ne relève pas de la politique dans le quotidien tel que la pratiquent nos politiciens, mais qui se relève dans l'administration de la cité, de notre collectif, et qui est de ne pas se reposer avant que ces connaissances qui nous sont accessibles soient accessibles à tous et toutes. La crise des cancers liés à la fumée de cigarette, je pense, illustre ça très bien. Il n'y a pas eu de désespoir, personne n'a abandonné. La sonnette d'alarme a été tirée et retirée jusqu'à ce que ce soit entendu. Et donc je pense que pour les chercheurs, il y a cette incrédulité et puis un grand entêtement. Et Je pense d'ailleurs, à mes collègues climatologues, bien entendu. ouais. Il y a aussi peut-être, oui, une sorte enfin, de refus de voir les choses, parfois, de certains dirigeants. Alors, on le voit dans Don't Look Up, la présidente qui est jouée par Meryl Streep est assez caricaturale, mais même, je lisais, des chercheurs que vous connaissez bien, qui sont des chercheurs du GIEC, sont un peu, se disent quand même, il y a finalement assez peu de responsables politiques qui ont lu même nos rapports, les rapports du GIEC. Et ça pose une question fondamentale qui est au cœur des recherches de laboratoire que j'ai le bonheur de diriger, c'est comment les gens font pour avoir une attitude à l'égard du monde. Et en fait, ce sont des choix complexes où la connaissance ne suffit pas. On a besoin aussi d'être sécurisé matériellement, on a besoin aussi d'être sécurisé moralement. Et dans une période de transition, cette sécurité-là, on la perd. Je parle de transition énergétique, transition environnementale. Ce qui nous émerveillait avant devient moins émerveillant. Je pense aux 30 Glorieuses, je pense aux moteurs à explosion. Je pense que beaucoup de gens de ma génération ont grandi avec une admiration joyeuse du moteur à explosion. Et aujourd'hui, nous devons bien admettre que le même objet est dangereux. Eh bien, c'est un changement qui prend du temps et qui peut effectivement nous donner envie de faire l'autruche pendant un temps, parce que nous perdons une de nos sources de confort matériel, parce que nous perdons une de nos sources de joie. Mais cette perte ne doit pas être vue comme un deuil, mais plutôt comme un cours assez normal. Je veux dire, la connaissance progresse. Un temps, on fumait. Aujourd'hui, on ne fume plus. Un temps, nous émettions du CO2. Aujourd'hui, nous allons faire un effort pour ne plus en émettre, je pense.
C'est vrai que c'est aussi un changement qui demande une adhésion aussi de l'opinion. Justement, il y a actuellement la campagne présidentielle. On parle finalement assez peu des questions environnementales, de ce problème du changement climatique. On parle par exemple beaucoup de l'immigration, mais on ne dit pas qu'une des grandes causes de l'immigration dans les années futures, ça va être justement le réchauffement climatique. Alors là, on touche à un second volet de la question que vous m'aviez posée initialement sur le dysfonctionnement de nos institutions. Les agendas ne sont pas seulement le produit de ce qui est, mais c'est aussi le produit de ce que des groupes d'intérêt souhaitent mettre en avant. Et aujourd'hui, on est bien obligé de se rendre compte que la question environnementale, la question climatique, en tant que telle, nous avons de la peine à la mettre à l'avant des agendas. Est-ce parce que cela menace des intérêts plus proches du pouvoir? C'est possible, et des futurs élus comme des élus, je n'ai pas c'est pas une question partisane là. Ou simplement, y a-t-il des discours plus accessibles, qui résonnent mieux dans les médias? Et les médias font partie de nos institutions, et ça fait partie des institutions dont je souhaite la protection, bien entendu. Mais effectivement, on aimerait que la question environnementale, on s'en saisisse directement et qu'on ne soit pas obligé de la prendre indirectement avec des objets qui, en fait, sont beaucoup moins menaçants pour nous et notre avenir. C'est vrai que vous avez raison sur les médias. Je lisais une phrase d'un chercheur justement qui disait, enfin c'était son rapport avec des journalistes qui lui disaient bon, vous avez peut-être raison sur le réchauffement climatique, mais enfin c'est pas très sexy. Donc, Oui, effectivement, il y a cette question dans Don't Look Up aussi où effectivement les acteurs sont beaucoup plus élégants que nous ne sommes d'habitude. Et c'est une vraie question, cette question de l'intérêt. Mais la crise migratoire, pour autant qu'il y en ait une, n'est pas sexy non plus. Donc il y a vraiment quelque chose qui touche du collectif, qui touche des intérêts et qui nous demande eh bien, de penser le monde tel qu'il est et d'accepter de l'affronter. alors, je disais d'un de vos domaines de recherche, c'est l'adaptation du changement climatique dans les zones côtières. Alors, il y a une réalité qui est la montée des océans, puis on a vu des épisodes comme la tempête Xynthia, par exemple. Ce qui vous intéresse, vous, si j'ai bien compris, c'est un peu la réaction aussi des gens qui habitent dans ces zones et qui parfois sont aussi dans le déni, et on peut les comprendre aussi, enfin on peut comprendre parfois leur réaction. Effectivement, on a eu une série de travaux qui nous montrent à travers des entretiens avec des victimes d'inondation ou des victimes potentielles d'inondation que la question de l'inondation est une question beaucoup plus complexe que le simple fait de se faire envahir par de l'eau. C'est une question sur qui nous sommes par rapport au monde qui nous entoure, mais c'est aussi une question sur nos droits. Le droit à une retraite paisible au bord de la mer, qui est un droit que nous avons tous, je crois, revendiqué, que nous revendiquons encore, une retraite paisible. Et si cette retraite, c'est-à-dire ce qui est supposé couronner des années productives au service des autres et au service de la production de richesses collectives, eh bien, si cette retraite est menacée par un environnement extérieur, il peut sembler naturel, il semble en tout cas naturel aux gens que nous rencontrons de considérer que c'est une non-information, que l'information qui domine est un espèce de dû moral qui est leur paix pendant ces années de leur vie. C'est un exemple. Un autre exemple, c'est des gens qui ont placé leur argent à la côte et pour qui perdre n'est pas compréhensible, perdre pour des événements qui leur sont extérieurs. Et souvent, les gens vont m'interpeller en disant « Mais ces gens sont-ils aveugles? Mentent-ils » Non, ils ont, comme tout le monde, un arbitrage entre différentes réalités contradictoires et parfois, il y en a une qui passe à la trappe et je pense qu'on doit apprendre à prêter attention à ces réalités qu'ils passent à la trappe. Et je vais terminer en disant ceci, nous, chercheurs, souvent nous faisons passer la morale et l'économie à la trappe. Nous tirons la sonnette d'alarme, mais nous oublions qu'il y a d'autres volets. Eh bien, d'autres gens oublient qu'il y a ce climat qui change et qui nous menace parce que d'autres réalités sont prioritaires. Et donc l'idée est d'engager une conversation pour essayer de sortir du puits les choses dont on ignore l'importance.
C'est bien à cet arbitrage d'ailleurs que nous-mêmes, tous les individus que nous sommes confrontés tous les jours justement avec cet épisode du changement climatique, comme vous l'avez prouvé, alors plus pratiquement sur les zones côtières. Merci infiniment, Jean-Paul van der Merci à Linden. vous de m'avoir accueilli aujourd'hui, c'est très agréable. Alors et puis si on a l'occasion, j'aurai un grand plaisir à vous inviter sur ce plateau. Merci infiniment. Alexandra Rosetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire de Voisins-le-Bretonneux et vous lancez une grande opération qui s'appelle Voisins 2035, une opération sur ce que deviendra votre ville et plus généralement nos environnements dans une quinzaine d'années. Alors, peut-être d'abord, pourquoi cette opération et comment va-t-elle se dérouler ? Alors, l'idée, c'est d'impliquer les habitants de Voisins dans le devenir de leur commune. Et cette idée est née d'échanges qu'on a pu avoir avec une association qui s'appelle Centre Civique, qui s'est créée à Voisins suite au grand débat national. Et le but de cette association, justement, c'est d'associer les habitants sur diverses thématiques. Et nous, de notre côté, on voit la ville se développer sous différents aspects. Et on a envie un petit peu de partager l'avenir de la commune avec les citoyens. Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'avoir un projet d'envergure, on va dire, avec cette association pour pouvoir consulter les habitants. Et je pense que ça va permettre aussi aux habitants de découvrir leur ville sous un autre jour. Oui, alors je crois qu'il va y avoir 900 habitants qui vont être consultés, qui vont commencer à travailler dès le mois de février sur cette consultation. Évidemment, c'est important d'associer la population à ce que peut être l'avenir d'une ville. Tout à fait. Alors, c'est 900 habitants qu'on a tirés au sort sur les listes électorales. Sachant que les 900 ne répondront pas positivement, on s'en doute bien, mais c'est évidemment ouvert à tous, c'est-à-dire que ce ne sont pas que les habitants tirés au sort. Le tirage au sort, c'était une façon d'essayer d'impliquer des gens qui peut-être n'auraient pas eu l'idée de venir par eux-mêmes, parce que ils travaillent la journée, on rentre le soir, on n'est pas forcément dans l'actualité de sa commune, et donc c'était d'aller chercher des gens qu'on n'a peut-être pas trop l'habitude de voir, mais bien sûr, tout le monde, que ce soit nos conseillers de quartier ou n'importe quel habitant, est tout à fait le bienvenu pour venir se projeter avec nous dans l'avenir de la commune. Comment vous l'imaginez, vous, votre ville dans 15 ans? Vous avez déjà eu une idée? Est-ce qu'il y aura encore des voitures? Est-ce qu'il y aura encore des grandes surfaces? Est-ce qu'il faut imaginer des choses très, très différentes de ce qui est aujourd'hui? Je me souviens, moi, quand on imaginait l'an 2000 dans les années 60, on voyait des gens qui volaient partout, etc. Ça n'a jamais été le cas, ou habillés en cosmonaute, ça n'a jamais été le cas. Est-ce que c'est une évolution très, très marquante ou est-ce qu'elle sera plutôt lente, à votre avis? Alors, je pense qu'elle va être lente, forcément, mais c'est vrai que la place de la voiture est un vrai sujet et j'imagine qu'elle va forcément évoluer. Alors, je ne suis pas jusqu'au boutiste comme la maire de Paris, évidemment, mais je pense qu'avec le temps, puisqu'on veut développer l'électrique, c'est des choses qui sont amenées à évoluer. Et puis, on a aussi nos usages actuels qui peuvent également évoluer. Donc, je pense à nos centres commerciaux qui, aujourd'hui, ont une existence, on a des nappes de parking, voilà, donc on a peut-être des évolutions qui se feront aussi dans ce cadre-là, mais je pense que ce sont vraiment des évolutions sur le long terme. Alors on pourrait se poser la question de pourquoi 15 ans, parce que 15 ans ça peut paraître très long, et il y a des gens qui disent c'est trop loin, mais sauf que tout ce qu'on fait aujourd'hui aura forcément un impact sur l'avenir. Donc, quand on urbanise une commune, quand on fait des constructions, une fois qu'on a construit, on sait qu'à cet endroit-là, il n'y aura plus de possibilité de changer les choses. Donc, c'est important d'y penser aujourd'hui pour voir quel type de ville, village, de centre-ville on peut avoir besoin demain. Mais ça ne concerne pas que le centre-ville, évidemment.
Ce qu'on peut imaginer, évidemment, enfin on l'a déjà, c'est qu'on va aller dans un monde de plus en plus porté sur le numérique. On parle déjà du métavers, de ce monde virtuel qui va peut-être arriver. Donc le numérique, c'est très important. Et en même temps, il y a peut-être, à cause de ce numérique-là, un risque de repli sur soi. Est-ce qu'il faudra prévoir peut-être des lieux où on pourra se rencontrer, où on pourra parler les uns avec les autres? Je ne sais pas si encore il y aura des bistrots, mais peut-être quand même des lieux où on peut... des lieux de convivialité, c'est important. Alors moi, je n'imagine pas une ville dans 15 ans sans lieu de convivialité. Je pense que le numérique a du bon, mais peut être aussi effectivement empêcher les gens de se voir, et c'est très très mauvais. Alors le numérique nous a été très utile pendant la crise, ça on ne peut pas le nier, ça a permis de garder le contact avec les habitants, c'était absolument essentiel. Maintenant, je ne conçois pas, moi, une ville où on ne garde pas ces espaces de rencontre et de convivialité. Et c'est vrai que le bistrot, ça fait aussi partie de notre façon de vivre. On en a quelques-uns voisins qui fonctionnent bien. Donc, c'est comment essayer de préserver tout ce tissu aussi commerçant. Alors, je sais que les Vicinois rêvent d'un marché. Ça, c'est un sujet qui date... voilà, donc pour avoir un marché, il faut d'abord avoir un lieu adéquat, ce qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui, puisqu'on a étudié la question. Puis après, c'est d'autres modes de travail. Mais voilà, ça, c'est un exemple. Je pense que ça ressortira. Mais évidemment, pour avoir un marché, il faut avoir un lieu vraiment adéquat, parce qu'il faut que les commerçants aient envie de venir et de revenir régulièrement. Donc voilà, donc ça, c'est des sujets. Mais la convivialité, pour moi, à mon sens, est un objectif majeur des années à venir. Cela dit, vous êtes plutôt, vous, en écoute qu'en proposition pour l'instant. Est-ce que dans les 900 habitants tirés au sort là, de voisins qui vont participer à cette grande consultation, est-ce qu'ils auront des contacts, je ne sais pas, avec des architectes, avec des urbanistes qui ont un savoir justement sur les constructions, sur les matériaux qu'on utilise, sur la façon de prévoir les constructions et les habitations de demain? Alors, je pense que tout est ouvert, en tout cas du côté de l'association, parce que c'est elle qui pilote et qui va proposer des choses très diverses, que ce soit des marches exploratoires. On peut travailler sur la ville du 1 km, on va travailler sur des ateliers. L'idée aussi, c'est que nous ayons un temps peut-être où nous puissions, nous élus, aussi voir les habitants, parce que nous avons beaucoup de contraintes. C'est aussi une difficulté, c'est-à-dire qu'il y a la ville idéale qu'on peut imaginer, mais il y a aussi toutes les contraintes qui nous viennent de l'extérieur avec lesquelles il faut arriver à jongler, si je puis dire. Et nous, ce que nous essayons de faire, c'est de se dire, ok, on nous impose des choses, la loi, le préfet, l'État, etc. Et comment on en fait une opportunité pour notre commune, voilà, d'avoir un avenir, je dirais, qui corresponde un petit peu à tout ce dont on a envie aujourd'hui. Donc je pense que tout est ouvert du côté de l'association en tout cas, et pourquoi pas, effectivement, c'est une excellente idée, faire rencontrer des personnes spécialisées dans différents domaines. Parce qu'il n'y a pas que des histoires de construction, on a aussi les espaces verts. On voit bien d'ailleurs que ce week-end, on a planté le premier arbre d'un verger participatif à la Sourderie, sur les bords du lac. Nous avons également de l'éco-pâturage mobile de l'autre côté. Donc, on voit bien que déjà, de toute façon, il y a des évolutions qui existent. Il y a une chose qui est assez formidable quand on parle de l'avenir comme ça, et là, vous avez 900 habitants de voisins qui sont tirés au sort, donc il y a des gens qui sont vos partisans, d'autres qui ne le sont peut-être pas. C'est que quand on parle de ça, des grands problèmes de demain, au fond, ça dépasse les clivages politiques, et ça réunit au fond la population autour d'un projet. Exactement. On a envie de porter un récit, mais un récit qui soit le plus partagé possible. Après, on ne mettra pas tout le monde d'accord, c'est évident. Mais moi, il me semble qu'il faut que les gens soient éclairés aussi sur ce qui est possible de faire, pas possible de faire et pour quelles raisons. Et puis l'idée aussi de ce projet, c'est de faire revenir les gens aux urnes aussi. Parce que les citoyens, on le voit, on parle beaucoup de l'abstention. Et je pense que les citoyens, ils ont besoin de reprendre confiance dans leurs élus et de voir que leur avis compte. Et donc sur un travail comme ça, voilà, c'est aussi réintéresser les habitants à la chose publique. Certes, ils habitent dans la commune, peut-être qu'ils n'y travaillent pas, ils partent le matin, ils rentrent le soir, mais la commune, c'est quand même, on l'a vu avec cette crise, c'est quand même le lieu où on va pouvoir se ressourcer, trouver de l'aide, de l'accompagnement et du soutien. Et c'est une façon de leur montrer qu'ils ont, au fond, une influence, un pouvoir sur leur
propre vie. Il y a cette consultation donc, qui commence en février. Jusqu'à quand elle aura lieu et à quoi ça va aboutir au fond? Donc, elle a lieu jusqu'au mois de juin, donc voilà, avec des différents modes de consultation. Et puis, l'association, ensuite, dans ses livrables, doit nous donner le cahier qui donnera toutes les propositions, les idées, les attentes des habitants, et puis construire un récit communal, on va dire, hein, puisqu'on parle beaucoup de la notion de récit en ce moment au niveau national. Mais nous, on a envie d'avoir notre petit récit à nous aussi, de comment cette ville peut encore évoluer et dans quel sens. C'est une initiative tout à fait passionnante qu'on va suivre. On fera peut-être le point de temps en temps si vous en êtes d'accord. Merci beaucoup Alexandra Rosetti et bravo pour ce projet qui s'appelle donc Voisins 2035. Merci. Merci à vous. Vincent Couronne, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes fondateur des Surligneurs, vous enseignez à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, vous êtes aussi un grand spécialiste de l'Europe. Et je voulais justement qu'on aborde avec vous la question de l'Europe, la façon dont elle est traitée ou peut-être maltraitée dans la campagne présidentielle. C'est vrai que la France vient de prendre la présidence de l'Union européenne et on attend toujours un petit peu les mêmes arguments selon laquelle il y aurait une allégeance de la France à l'exécutif communautaire. On a entendu par exemple Éric Zemmour dire de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qu'il était un employé de la Commission européenne. Alors, c'est assez nouveau ce genre d'argument ou est-ce que ce sont des poncifs qu'on répète depuis longtemps? Bon, c'est pas très nouveau ce genre d'argument en fait. C'est pas très nouveau parce que il y a de manière générale une méconnaissance du fonctionnement des institutions européennes par la classe politique française. Et là-dessus, Éric Zemmour ne fait pas exception. Et puis, il y a aussi, il faut dire, une incompréhension entre les Français et la construction européenne. Les Français, ils veulent une Europe française qui fonctionne comme la France, et évidemment dans laquelle la France est puissante. Mais le fonctionnement des institutions européennes, c'est justement essayer d'équilibrer les puissances en Europe. Et puis, en plus de ça, il y a quelque chose qui brouille un petit peu les pistes, c'est le Conseil, c'est-à-dire cette institution dans l'Union qui ressemble à une sorte de Sénat qui représente les États et dans lequel le ministre Bruno Le Maire notamment siège et dans lequel il prend des décisions, mais il les prend à Bruxelles avec ses partenaires. Et quand il rentre en France, il peut très bien dire, hein, comme les autres gouvernements par le passé ont pu le faire, c'est pas moi, c'est Bruxelles. Et donc il y a cette confusion sur qui prend vraiment les décisions en Europe, alors qu'en réalité, la France a un quasi droit de veto sur tout ce qui se passe dans l'Union européenne. Alors justement, quand on dit par exemple, on attaque beaucoup la Commission européenne, hein, là on va faire peut-être un petit focus juridique, mais on attaque beaucoup la Commission européenne en disant, voilà, c'est une instance qui n'est pas démocratique, c'est de la technocratie, c'est eux qui prennent les décisions. Est-ce que c'est la Commission qui prend les décisions justement ? Alors, ça dépend de quel type de décision on parle. En réalité, le vrai pouvoir politique dans l'Union européenne, il est au sein du pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement européen et le Conseil qui représentent les États. La Commission, elle ne fait qu'exécuter en quelque sorte ce que vote comme acte législatif le Parlement et le Conseil. Donc, oui, la Commission européenne a beaucoup de pouvoir parce que c'est le pouvoir exécutif de l'Union, comme un gouvernement en quelque sorte, mais elle est sous le contrôle étroit du Parlement européen et des États. Et d'ailleurs, même lorsque la Commission européenne prend des décisions pour exécuter les lois européennes, même là, elle est sous le contrôle des États qui vont l'aider à rédiger même ses directives, ses règlements, etc. Donc dire que la Commission européenne a tous les pouvoirs ou que, en plus de ça, qu'elle n'est non élue, c'est pas vrai, parce qu'elle est bien élue par le Parlement européen, c'est faux en réalité, parce que à la fois il y a une responsabilité démocratique devant le Parlement européen et aussi un contrôle très, très étroit de la part des États. Et d'ailleurs, on peut dire, sans dévoiler de secrets d'État, que, par exemple, Emmanuel Macron a
a beaucoup œuvré pour la nomination de Mme von der Leyen comme présidente de la Commission. Hein. Exactement, et ce qui montre bien l'influence des États sur le fonctionnement de la Commission européenne. Et ça, c'était en plus un épisode qui montrait une sorte de lutte entre les États et le Parlement européen, parce que normalement, c'est le Parlement européen qui devait décider de qui serait le président ou la présidente de la Commission européenne. Les États n'en ont pas voulu ainsi cette fois-ci, et effectivement, sous l'influence d'Emmanuel Macron, ils ont imposé Ursula von der Leyen. Mais en contrepartie, le Parlement européen a imposé son programme politique à Ursula von der Leyen. Donc, elle n'a pas les mains libres, von der Leyen. Elle doit mettre en œuvre le programme conclu par les différents partis politiques au Parlement européen. Alors, il y a aussi une sorte de contradiction qui est peut-être un peu difficile à expliquer, mais sur laquelle on pourrait revenir. C'est qu'au fond, la France, qui est un des fondateurs de l'Europe, et puis qui a la présidence actuellement de l'Union européenne, elle a plutôt un statut privilégié au sein de l'Europe. Et bizarrement, on dit toujours « Ah oui, mais la France subit l'Europe », alors qu'elle en profite plutôt, au fond. Oui, elle en profite largement. Alors, on dit souvent qu'elle est contributrice nette, la France, c'est-à-dire qu'elle donne plus au budget de l'Union qu'elle ne reçoit. Mais en réalité, la simple présence de la France dans le marché intérieur européen lui fait gagner énormément en termes de croissance, en termes de rentrée d'impôts, etc. Pour preuve, même des États qui ne sont pas membres de l'Union européenne et qui demandent à avoir accès au marché intérieur payent pour avoir accès au marché intérieur, ce qui montre bien que c'est rentable. Et puis ensuite, il y a aussi le fait que la France, dans les institutions de l'Union, vu son poids, notamment démographique, comme je disais tout à l'heure, elle a quasiment un droit de veto. Alors, c'est pas formellement un droit de veto sur toutes les décisions, mais quasiment rien ne se fait dans l'Union européenne sans l'aval de la France ou sans son assentiment, ou au moins tacite. Ces 10 dernières années, typiquement, la France n'a opposé son veto à une décision prise au sein de l'Union européenne qu'à 3 reprises. Sur les centaines et les centaines d'actes législatifs qui ont été adoptés. Ce qui montre bien que, encore une fois, la France, elle a un poids quand même dans l'Union européenne. Et donc, si l'Union européenne fait quelque chose, la France n'y est en général pas pour rien. Alors, il y a des problèmes qu'on n'aborde pas trop dans cette campagne présidentielle et qui sont pourtant essentiels. C'est notamment la place de l'Europe dans le monde. On le voit avec le conflit en russo-ukrainien. Elle n'est pas très présente. Est-ce que l'idée d'une Europe puissance, est une idée qu'il faut exclure ou qui pourrait advenir un jour ? Alors, je ne sais pas si elle pourrait advenir ou s'il faut l'exclure, mais en tout état de cause, c'est la voie que difficilement l'Union européenne est en train de prendre, c'est-à-dire l'Europe puissance, alors que pendant des années, elle s'y refusait, notamment sous l'influence de l'Allemagne, qui ne voulait pas d'une Europe puissance, mais les arguments de la France, et notamment sous l'effet d'Emmanuel Macron, l'Allemagne, a avancé sur cette question-là, et désormais l'Union européenne assume le fait de vouloir construire une Europe puissance. Mais c'est pas suffisant de le vouloir, encore faut-il s'en donner les moyens, notamment des moyens budgétaires, des moyens institutionnels, des moyens de coercition, etc. Et ça, on n'y est pas encore, et notamment en matière de défense. Alors, il y a un débat qui divise quand même l'Europe. On l'a vu avec les positions de la Pologne et de la Hongrie, notamment sur l'indépendance de la justice et sur l'état de droit. C'est le débat sur, au fond, les valeurs de l'Europe. Et c'est le reproche que font notamment la Hongrie et la Pologne et l'Europe, au fond, de dépasser ses compétences. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce débat ? Il est important. Oui. Ah oui, non, mais là, c'est un débat en fait qui est vital pour l'Union européenne actuellement. C'est-à-dire que de l'issue de ce débat sortira en fait, l'issue de ce débat décidera de l'avenir même de l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas en danger en tant que telle dans le cadre de ce débat-là, mais sa nature demain. C'est-à-dire, est-ce que l'Union européenne peut intervenir sur les questions des valeurs, sur les questions de protection de la démocratie, par exemple, d'indépendance de la justice, de lutte contre la corruption au sein des États, ou est-ce que les États restent libres, en fait, d'utiliser l'argent de l'Union européenne sans avoir à rendre de compte? Et ça, c'est clairement ce qui va, soit si on penche du côté du contrôle par l'Union européenne de ce que font les États, pencher vers plus un système fédéral, ou au contraire, si l'Union européenne recule sur ces sujets-là, l'Union européenne reviendrait peut-être vers plus quelque chose d'international, et donc ça veut dire que derrière, il faut abandonner tout un tas de choses, l'Europe puissance, la construction d'une défense commune, etc., qui du coup ne pourrait pas voir le jour avec une Europe à l'image de ce que voudrait la Pologne.
C'est ça peut-être le vrai débat des mois et des années qui viennent. Une dernière question peut-être. Comment on explique, parce que vous l'expliquiez sur le plan économique, enfin, c'est assez simple, enfin on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul. Comment expliquer quand même cette vogue ou cette vague de souverainisme qui fait croire qu'on serait mieux si on était tout seul qu'unis? Je pense qu'il y a là aussi une difficulté à comprendre ce que veulent véritablement les citoyens en Europe. Parce qu'on a parlé pendant la pandémie à la fois d'un retour de la protection de l'État, aussi de l'importance de la souveraineté de l'État, et en même temps, on a parlé aussi, on le voit dans les études d'opinion de manière très claire, une montée en puissance un besoin de protection de l'Europe, voire même aujourd'hui le discours d'une souveraineté européenne qui s'impose de plus en plus. Donc sur ces deux tableaux, en réalité, le débat avance. Ce qui, en réalité, se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un besoin, de manière générale, de plus de souveraineté, qu'elle soit nationale ou européenne. Les citoyens, quand on regarde les études d'opinion et les enquêtes, veulent tout simplement plus de protection. Alors qu'elle soit au niveau national ou européen, ça c'est encore un autre débat. Mais ce qui est certain, c'est que du point de vue purement français, on a la difficulté à penser le pouvoir politique à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on puisse avoir une puissance politique nationale qui est superposée avec une puissance politique européenne. On a du mal à partager le pouvoir, ou à imaginer que le pouvoir puisse être partagé, tout simplement parce qu'on s'est construit depuis le 19e siècle sur l'idée que la nation, et l'État-nation notamment, était l'alpha et l'oméga de la politique. Alors que des Allemands, par exemple, ou même des Italiens, ont des systèmes beaucoup plus souples et beaucoup plus partagés en termes de souveraineté, et envisagent ce genre de choses. Donc la France a une vision très franco-centrée et très puissance du pouvoir, alors que l'Europe, elle, a vocation à diluer cette puissance et à en construire une plus vaste et plus large. Donc c'est une question de réflexe après derrière. C'est peut-être un peu complexe ce que j'explique ici, mais c'est une question de réflexe de savoir si dans le débat public, quand il y a un problème, est-ce qu'on se réfugie dans l'État ou est-ce qu'au contraire on demande plus d'Europe? Les deux en réalité arrivent. Et c'est un débat en cours et il sera tranché forcément, et il est petit à petit tranché au fur et à mesure des années. Merci infiniment, Vincent Couronne. Je sais que les surligneurs vont publier bientôt un livre. Il est consacré à quoi ? Il est consacré à l'immigration, et donc c'est sur les politiques et l'immigration, tout ce que nos chers politiques disent comme promesses impossibles à tenir en matière d'immigration ou erreurs qu'ils font dans leur discours. Nous, on les a surlignés, on les a vérifiés, et on contrôle aussi les programmes pour les candidats à l'élection présidentielle en matière d'immigration pour voir ce qui est possible ou pas de faire. Eh ben, on en parlera ici même. Merci beaucoup, Vincent Couronne. Rima Ayadi, bonjour. Bonjour Patrice. Alors vous êtes championne de France de boxe, vous avez le titre WBA des super plumes et vous préparez activement, parce que c'est le 19 février prochain au Muro, votre championnat d'Europe qui se déroulera, c'est bien ça? C'est ça. Et alors, là c'est l'entraînement, c'est dur là actuellement, ça y va. Là c'est très intense, on s'entraîne tous les matins, tous les soirs, donc c'est 5 heures d'entraînement par jour, 2 fois par jour, 2h30 le matin, 2h30 le soir, donc je suis assez fatiguée, mais c'est tout à fait normal, je dirais que c'est de la bonne fatigue. Il paraît que vous dites que juste avant les matchs, mais c'est peut-être plus proche du 19 février, vous nous alimentez presque pas, vous mangez très très peu pour perdre du poids. C'est pour être au bon poids à ce moment-là ou c'est pour la forme? C'est pour respecter la pesée. Ouais. Donc chaque boxeur doit respecter sa catégorie de poids et au gramme près, sinon ça passe pas à 100 grammes au-dessus. Donc c'est pour ça que le boxeur, 2 semaines avant, 1 semaine avant, il est en train de faire un régime drastique. Après, ça dépend de l'hygiène de vie de certains. Mais en tout cas, moi, les derniers jours, je mange pas beaucoup. D'accord. Vous connaissez votre adversaire du 19? Non, je regarde jamais le nom de mes adversaires. Il paraît que c'est le boulot de votre entraîneur, ça. C'est ça, c'est le boulot d'Abadil Alab d'enquêter, de regarder le style de la boxeuse et de faire le travail en fonction.
Et donc là, il fait le travail sans vous dire, au fond, elle a tel atout, tel point fort, tel point faible. Vous Oui, travaillez oui. sans trop savoir. Enfin, C'est ça. Bah, je comprends, j'analyse en fonction de ce qu'on fait, Mhm. mais j'ai pas tellement envie de voir ce qu'elle fait, comment elle boxe. J'ai pas envie de me polluer l'esprit avec si elle a trop de qualité, j'ai pas envie d'être impressionnée. Si elle est pas si forte, j'ai pas non plus envie de la sous-estimer à cause d'une vidéo. Donc je m'en occupe pas. Alors, on le disait, là, vous êtes dans la phase d'entraînement intense. Ça se passe comment, en gros, une journée de Rima Ayadi aujourd'hui? Matin, le réveil directement à la pesée pour voir où j'en suis. Tous les matins, je me pèse. Ensuite, un petit déjeuner assez léger. Ensuite, je file à l'entraînement. Donc, 2 heures et demie d'entraînement basé sur la technique et l'apprentissage de la boxe, aussi des circuits training, beaucoup de physique, de musculation. Mhm. Ensuite, je rentre déjeuner, je fais la sieste et ensuite, je repars à l'entraînement en fin d'après-midi pour faire du sparring, donc des combats et de la mise de gants pour me tester, quoi. Alors, je ne veux pas trahir de secret, mais c'est vrai que vous avez attrapé, comme beaucoup de gens, l'Omicron, là, le Covid. Évidemment, ça fatigue, quoi qu'on dise. Ça y est, là, vous êtes remise, vous vous sentez en pleine forme? Effectivement, j'ai attrapé le Covid. Ça m'a vraiment fatiguée pendant 4 5 jours au lit avec des courbatures, de la fièvre. Et puis, je suis tout de suite repartie au boulot dès que j'étais plus contagieuse. Donc, les 3 premiers jours de reprise ont été difficiles. Puis ensuite, tout est revenu très rapidement. Et là, vous vous sentez en forme. Parce que Oui, il faut dire qu'au départ, le championnat d'Europe était plutôt prévu au mois de mars. Les choses se sont accélérées pour une question de salle, de liberté de salle, enfin de salle qui soit libre. Donc, ça a été avancé au 19 février. C'était pas les plans que vous aviez prévus au départ, ça. ouais, effectivement, j'avais prévu de boxer en mars, donc avec une préparation plus longue. Là, il a fallu s'adapter. Donc, on n'a pas le choix, c'est comme ça arrive régulièrement dans le sport, des dates qui changent, des annulations, surtout depuis le Covid. Donc, on fait avec, mais de toute façon, on est toujours prêt. Dans notre club, on s'entraîne toute l'année de façon intense au cas où il y a des changements, justement. Et puis ça vous changera du dernier titre que vous avez gagné, parce que la dernière fois, il ne pouvait pas y avoir, je crois, de personnes, enfin, de spectateurs. 19 février, a priori, ça devrait marcher. Hein. Oui, c'est Les ça. gens C'est pourront ça. venir Donc, assister j'ai hâte au... de retrouver le public. Absolument. Et puis ça correspond bien à votre devise, je crois qu'il est No time to waste, pas de temps à perdre. C'est ça. Hein. On va très très vite. Dès qu'on gagne un titre, on vise un autre titre de 3 4 mois après. C'est vrai que j'ai pas trop le temps de me reposer, mais je me dis que je me reposerai après ma carrière, après 2024. Après 2024, c'est-à-dire après les JO. Hein. Oui, C'est ça. c'est ça. Alors, il y a une chose qui est assez étonnante, c'est que, enfin, qui peut paraître assez étonnante, moi qui m'étonne quand même, c'est que au fond, c'est vous qui portez sur vos épaules le poids de l'organisation de ce combat. C'est-à-dire Oui. qu'il faut trouver la salle, il faut trouver, faut avancer l'argent. Voilà. Euh, Alors la salle, c'est souvent donc du coup la ville des Mureaux qui nous oui, donne la salle, et le reste c'est à notre charge, c'est-à-dire que comme on n'a pas aujourd'hui de promoteur qui prend en charge l'événement, on est devenu nous-mêmes on s'est lancé dans notre propre promotion, et chaque boxeur du coup doit aller chercher du budget chez les sponsors, chez les entreprises qui nous sponsorisent pour effectivement régler tout le combat, toute l'organisation. Donc de base, c'est pas comme ça que ça doit se passer, c'est pas notre travail. Mais donc ça, c'est l'inconvénient, c'est qu'on doit aller faire des choses qui ne sont pas notre boulot. Mais l'avantage, et c'est un très grand avantage, c'est que ça nous permet de boxer régulièrement quand on trouve les fonds, de faire des très belles soirées haut de gamme, comme on a pu faire sur les 2 dernières. Du coup, les sponsors et les entreprises, bah, ils trouvent leur compte et tout le monde est content. Donc c'est vrai que c'est un peu dur d'aller tout le temps à la recherche de budget. Ça prend du temps, mais derrière, le rendu est super, quoi. mais Ça nous permet d'avoir des gros titres, et aujourd'hui, les autres clubs ne peuvent pas se permettre de faire des titres internationaux. C'est des combats à 20 000 euros, et nous, on a décidé bah, d'être un peu culottés et d'aller le faire nous-mêmes, quoi. c'est ça.
Et alors, c'est vrai que, mais comme le timing s'est un peu accéléré, c'est compliqué. C'est-à-dire que là, il faut vous entraider, il faut aller chercher des sponsors. Vous en êtes où là? Vous avez encore besoin, non, de sponsors? Non, là, c'est le rush. Les journées, ça va trop vite parce qu'il faut s'entraîner 5 heures par jour. Et dans le peu de temps que j'ai donc de repos, je dois couper le temps de repos en deux pour passer mon temps au téléphone, pour parler aux entreprises, pour chercher le budget. Donc là, j'ai toujours pas clôturé le budget. Il manque 10 000 euros. Et j'espère les trouver parce que le combat est dans 3 semaines. Mais j'y crois. De toute façon, on finit toujours par y arriver. Mais voilà, les journées sont aussi autour de ça. On va lancer un appel aux entreprises, Oui. aux collectivités, si vous voulez sponsoriser ce combat qui va être un grand combat, parce qu'il y a le titre de championne d'Europe. C'est énorme. Au Muro, chez nous, dans au le Muro. 78, c'est très rare. Donc, je pense aussi qu'il y a un intérêt pour les entreprises parce que déjà, ça permet de communiquer sur les valeurs du sport. Donc, c'est une belle image pour l'entreprise. Ça permet aussi d'avoir des sportifs de haut niveau qui interviennent en entreprise pour faire des cours, pour faire du partage de parcours et travailler sur du cohésion d'équipe, team building. Donc, il y a toujours un intérêt pour les entreprises de sponsoriser les sportifs. Écoutez, on croise les doigts pour que vous obteniez le budget dont vous avez besoin. Merci. On croise évidemment les doigts pour le combat, mais on va vous suivre et puis on va vous soutenir Merci. on sait tout votre talent, donc on a confiance en vous, Rima. Merci beaucoup. J'espère vous voir, Patrice, le 19. J'espère, ouais. Merci beaucoup, Rima Ayadi. Merci, à bientôt.